Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, en Guinée-Bissau, le gouvernement du président Umaro Sissoco Embalo annule la mission d'experts de la CEDEAO qui devait arriver dans le pays ce lundi 9 mars. Il dénonce une ingérence et une atteinte à la souveraineté de la Guinée-Bissau. Selon Nuno Nabiam, nommé Premier ministre par le président Embalo, aucune délégation ne sera reçue sans concertation préalable. Le rand sud-africain de nouveau dans la tourmente, il a enregistré une baisse de 3,82% face au dollar. La monnaie sud-africaine atteint ainsi son plus bas niveau en 4 ans. Et puis, comme d'autres pays du globe, l'économie nigériane est également affectée par la nouvelle épidémie de coronavirus. Le pays enregistre notamment de fortes perturbations dans son secteur de l'import-export. Mais tout d'abord, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a survécu à une tentative d'assassinat ce lundi 9 mars. Son convoi a été pris pour cible par une explosion et des coups de feu sur le pont Kober dans la capitale Khartoum alors qu'il se rendait à son bureau, selon le ministre de l'Information soudanais. Selon les médias officiels, le Premier ministre va bien et a été transféré dans un lieu sûr. Abdallah Hamdok a été nommé pour diriger un gouvernement de transition mis en place après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019. Cependant, l'accord de partage du pouvoir entre les groupes militaires et civils demeure quelque peu fragile. En effet, peu de temps après le renversement d'Omar el-Béchir, les nouvelles autorités en place ont déclaré avoir déjoué plusieurs tentatives de coup d'État orchestrées par des militaires. Le gouvernement bissau-guinéen nommé par le nouveau président Umaro Sissoco Embalo est légitimé par la Commission nationale électorale à annuler la mission d'experts de la CEDEAO. Celle-ci devait arriver lundi à Bissau pour résoudre le différend électoral issu du second tour de la présidentielle. Une décision qui met à mal les tentatives de désamorçage de la crise post-électorale de l'organisation sous-régionale. Les détails avec Aïssatou Bari. La mission de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui devait arriver ce lundi en Guinée-Bissau, a été annulée par le gouvernement nommé par Umaro Sissoco Embalo. Dans une note, le gouvernement du Premier ministre Nuno Nabiam dénonce une ingérence et une atteinte à la souveraineté de la Guinée-Bissau. Au vu de notre constitution et du traité de l'organisation sous-régionale, cette mission n'est pas la bienvenue. Et nous ne permettrons aucune délégation sans consultation préalable avec le gouvernement dirigé par Nuno Gomes Nabiam. Des dispositions sont en train d'être prises pour permettre aux organes souverains d'assurer leur mission de défense et de sécurité dans le pays. Le nouveau gouvernement a également annoncé le départ des forces de la CEDEAO et Comib, considérées comme une force d'occupation dont la mission devrait s'achever à fin mars. Cette décision fait suite à la lettre envoyée par la CEDEAO à Aristide Gomes, Premier ministre reconnu par la communauté internationale, qui demandait une rencontre avec la mission d'experts constitutionnels pour aider à trouver des solutions à la crise. Bon, je pense que c'est un constat d'échec de la CEDEAO. On se rend compte que le président Embalo s'est presque autoproclamé, sans attendre la Cour suprême. Donc aujourd'hui, c'est Embalo et l'armée qui sont en train de dicter leurs lois. On se rend compte même que la CEDEAO est divisée. Les chefs d'État penchent plutôt pour Embalo. La délégation de la CEDEAO devait rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale, habilitée à confirmer les résultats du second tour du scrutin validés par la Commission électorale nationale. La Cour suprême garde toujours le silence. Le blocage reste donc total face à deux camps qui prônent chacun sa légitimité. Malgré la présence de troupes étrangères, le Mali a du mal à contenir une révolte djihadiste qui a éclaté en 2012. Dans l'impasse suite à la recrudescence des attaques terroristes, au mois de février, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé que le gouvernement avait ouvert la porte à des pourparlers avec les djihadistes pour désamorcer la montée de la violence dans le pays. Des pourparlers auxquels Iyad Ghali, la coalition terroriste affiliée à Al-Qaïda au Maghreb islamique, s'est dit ouvert dans un communiqué publié ce dimanche 8 mars. Cependant, la coalition terroriste réclame en amont le retrait des troupes françaises de l'opération Barkhane et demande au gouvernement de mettre un terme à la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays. Le GSIM se retranche derrière l'opinion populaire qui, selon lui, a clairement exprimé son désir de voir l'occupation française prendre fin.
Au Burundi, les femmes montrent un intérêt particulier pour le processus électoral en cours dans le pays. Seulement, comme pour les scrutins précédents, elles n'interviendront qu'en tant qu'électrices. La représentativité politique des femmes dans le pays reste faible malgré les efforts du gouvernement. Nathalie Moore. Au Burundi, les femmes montrent un intérêt particulier pour le processus électoral en cours dans le pays. L'engouement est en perpétuelle hausse, établissant à plus de 2,4 millions le nombre de femmes nouvellement inscrites sur les listes électorales. La Commission électorale nationale indépendante du Burundi indique ainsi une augmentation de plus de 250 000 nouvelles électrices. Les femmes burundaises ont déjà compris qu'elles doivent participer à la vie politique du pays. C'est pour cela qu'une fois sensibilisées pour se faire enrôler, pour aller voter, elles sont les premières. Seulement, comme pour les scrutins précédents, les femmes n'interviendront qu'en tant qu'électrices. Pour l'élection présidentielle du 20 mai 2020, aucune candidature féminine n'a été enregistrée parmi les 10 déposées. Des experts ont ainsi observé une inertie dans l'accès des femmes aux grandes sphères politiques du Burundi. Nous souffrons encore de la non-indépendance économique. Donc, toute course aux élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles, ça demande des moyens. Et les femmes n'en ont pas encore. S'il arrive qu'elles soient présidentes d'un parti politique, généralement, il est dur de pouvoir mobiliser son montant auprès des membres de votre parti. La représentativité politique des femmes au Burundi reste faible, même si le pays essaye de respecter le quota de 30% de femmes aux postes administratifs et électifs. Ainsi, 35 des 118 députés de l'Assemblée nationale sont des femmes, tandis qu'au niveau de la Chambre haute du Parlement burundais, 16 des 42 sénateurs sont de sexe féminin. Nouvelle chute pour le rand sud-africain qui a atteint son plus bas niveau en 4 ans. La monnaie sud-africaine a connu une baisse de 3,82% face au dollar. Cette situation est due notamment à un manque de liquidité suffisante dans le pays. Les précisions d'Ange Nomenio. Le rand sud-africain plonge et atteint son plus bas niveau en 4 ans. De 16,9 rands, il est passé à 16,3 rands pour $1, soit un taux d'estimation évalué à 3,82%. Le déclin de la monnaie sud-africaine avait déjà été amorcé à partir du moment où les prévisions de croissance du pays ont été réduites de 0,7 à 0,4%. Aujourd'hui, il faut comprendre que le principe d'anticipation rationnelle fait que les éléments de risque sont déterminants dans les décisions économiques. Donc, la dégringolade de la monnaie sud-africaine est liée au risque du syndrome zimbabwéen qui est très présent, n'est-ce pas, chez les investisseurs qui pensent qu'il y a des risques, n'est-ce pas, à l'horizon. La chute de la monnaie sud-africaine est due à un manque de liquidité suffisante. À cela s'ajoute un dénouement des opérations de portage et des risques de dégradation. Les obligations ont pris également un coup malgré les promesses de réduction pour les taux d'intérêt débiteurs. C'est un dérèglement. C'est un dérèglement général qui arrive. Et puis quand il y a un dérèglement comme ça, bien entendu, il y a des perturbations. Donc ça va s'aggraver si rien n'est fait dans le sens de donner confiance aux investisseurs. Le fait qu'il n'y ait plus assez que la masse monétaire semble diminuer sur le marché, c'est parce que les investisseurs eux-mêmes font la rétention de ce qu'ils ont. L'Afrique du Sud a replongé dans la récession en 2019 pour la deuxième année consécutive. Le pays traverse une crise économique depuis des années et qui se manifeste par la détérioration des finances publiques et le chômage de masse. L'épidémie de coronavirus affecte l'économie mondiale. La crise sanitaire se double en effet d'une crise économique, notamment au niveau du secteur de l'import-export. C'est notamment le cas au Nigeria en raison de la perturbation du processus d'approvisionnement en provenance de Chine. Zara Mohamed Moutu. Yetunde Oluide est fière de sa boutique de cadeaux située au cœur de Lagos. Elle est présente dans la ville depuis presque 10 ans. Mais aujourd'hui, avec les chaînes d'approvisionnement chinoises interrompues par les fermetures en raison de l'épidémie de coronavirus, elle perd plus de 2 millions de naira, soit plus de $5 000 par mois.
Ces 2 derniers mois, nous n'avons pas pu livrer quoi que ce soit. Beaucoup de mes produits sont en rupture de stock. Nous devons nous réapprovisionner car la demande est forte et nous ne pouvons rien faire car les fournisseurs ne travaillent pas. Les entrepôts ne sont pas ouverts, les entreprises de logistique ne sont pas ouvertes pour les raisons de santé et de sécurité que nous comprenons tous. Nous sommes entre 2 feux. Nous vendons ce que nous avons maintenant et nous attendons que le virus se soit totalement dissipé pour que tout le monde se remette au travail. La Chine représente un quart des importations nigérianes. Le pays asiatique intervient au niveau de la chaîne d'approvisionnement du pays, dans les finances et dans la construction d'infrastructures. Les conséquences de cette épidémie sur l'économie du Nigeria sont considérables, alertent les observateurs de la vie économique de la première puissance économique du continent africain. Vous regardez le projet ferroviaire, le projet de terminal de l'aéroport, le projet du plateau de Mambila. C'est tous nos projets d'infrastructure qui vont s'arrêter et encore une fois, la valeur monétaire de tout cela ne pourra pas être quantifiée. La chute des recettes pétrolières, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la menace de propagation du coronavirus pourraient torpiller la croissance et faire grimper les taux d'emprunt au moment même où le pays souhaite revenir sur le marché des euro-obligations. Comment mettre fin à l'isolement et la vulnérabilité des femmes de la diaspora et mieux les aider à contribuer au développement? C'était le thème phare abordé ce dimanche 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À l'initiative du Cameroun, les femmes de 3 pays d'Afrique centrale vivant au Sénégal se sont retrouvées pour une journée gastronomique, une journée d'échange, de sensibilisation et de mobilisation. Retour sur cette journée dans ce sujet de Siamlo Victoria Sedji. Elles se mobilisent et veulent faire entendre leur voix, les femmes de la diaspora d'Afrique centrale. Ce 8 mars, marquant la Journée internationale des droits des femmes, celles résidant au Sénégal ont tenu à dresser le bilan sur la situation de la femme vivant à l'étranger. L'événement qui les a réunis à Dakar, dénommé Journée gastronomique des femmes d'Afrique centrale, avait pour thème phare « Vulnérabilité des femmes de la diaspora ». 3 pays d'Afrique centrale étaient à l'honneur, le Cameroun, pays initiateur, la Guinée équatoriale et la Centrafrique. La rencontre a eu le soutien de la diplomatie des pays concernés. Au jour d'aujourd'hui, on parle du genre, on parle même de la parité. Sans la femme, le monde n'existerait pas. Nous autres hommes, on doit vous respecter et vous donner ce que vous méritez. C'est une journée symbolique pour nous. C'est une manière de lancer un appel à nos autorités afin de nous assister et que les femmes puissent aussi être honnêtes entre elles, montrer leur talent et qu'elles puissent s'entendre. Au-delà des festivités et des dégustations, l'événement était l'occasion de rapprocher les femmes de la diaspora qui vivent l'isolement, mais aussi d'échanger sur leur contribution au développement. Nous ne sommes pas dans nos pays d'origine, mais quelle est notre contribution aujourd'hui? Donc c'est pour cela qu'on a voulu se mettre ensemble pour voir comment nous soutenir pour que chacune puisse apporter une contribution digne de ce nom dans son pays d'origine et même dans le pays dans lequel nous résidons, qui est le Sénégal. La journée gastronomique des femmes d'Afrique centrale en était à sa première édition. Plusieurs activités ont marqué cette journée. Promotion de l'entrepreneuriat, valorisation des métiers dits d'hommes auprès de la gente féminine, match de gala et remise de trophées, le tout conclu par un défilé de mode. La problématique des violences faites aux femmes est au cœur de son roman. Juliana Dietou est l'auteure d'un choix impossible entre chic, chèque et choc. Un ouvrage qui aborde la maltraitance dont sont victimes les femmes dans certaines communautés d'Afrique. Avec son œuvre, la romancière parvient à briser certains tabous. Un reportage de notre correspondant El Adjindiaï. La question des violences faites aux femmes tient à cœur la romancière Juliana Dietou. C'est pour cela, dans son ouvrage de 294 pages dénommé « Un choix impossible entre chic, chèque et choc », l'auteur nous plonge dans la réalité, par moments dans la fiction, pour évoquer ce dont souffrent les femmes dans la société africaine. La violence envers les femmes n'est pas que sexuelle, elle n'est pas que physique. Il y a la violence psychologique, il y a la violence économique. La violence économique, elle est encore, je pense, plus répandue en Afrique.
Ainsi, la jeune écrivaine pointe du doigt les drames cruels que vivent certaines jeunes filles et qui, malheureusement, sont ensevelies dans le cimetière des secrets de la famille. Pour lutter contre la criminalité, les abus et la maltraitance que subissent les femmes, Juliana mise sur l'éducation des femmes comme meilleure arme. Sincèrement, qu'il faudrait miser sur l'éducation. Parce que la femme est le pilier de la famille. C'est elle qui éduque les enfants pour préparer la génération future, en tout cas à ne pas commettre les erreurs qu'on a commises actuellement ou qui sont en train d'être commises. Moi, je pense qu'il faut des femmes éduquées. Pas seulement des femmes éduquées. L'éducation, elle est bonne aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Quand je dis des femmes éduquées, c'est parce que quand on parle actuellement de violence, on sait que les femmes payent un lourd tribut. Alors, je parle d'éducation par rapport aux femmes, mais en général, il faut éduquer les gens. Un choix impossible, c'est l'histoire de Wendy, une jeune femme qui rencontre 3 hommes et dont le cœur balance face au choix difficile qui s'impose à elle. Qui choisira-t-elle entre le chic, le chèque ou le choc? Ce roman parle en général du choix entre le bonheur de soi et le bonheur des autres. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.